Les questions de français, Dominique de Villepin. On écoute tout d'abord François. Sans langue de bois, dites-nous la vérité sur vos véritables relations avec Nicolas Sarkozy. Eh ben Sans langue de bois? Oui. Sans langue de bois. Alors, ce sont des relations républicaines, apaisées. J'ai tourné la page de ce qui a été, pour moi et pour ma famille, un calvaire de 6 années. Et je n'entends pas que cette relation personnelle, ce différend, pour employer un mot pudique ou diplomatique, que j'ai eu avec Nicolas Sarkozy, pèse sur mes choix politiques. Je suis un homme politique indépendant et je me détermine en fonction de ce que je crois être l'intérêt de mon pays. Monsieur de Villepin, justement, toujours à propos de vos relations avec Nicolas Sarkozy, vous écriviez dans votre livre De l'esprit de cour, publié en octobre 2010, que peut-être un jour vous écrirez la véritable histoire de vos rapports avec Nicolas Sarkozy. Alors, quelle est cette véritable histoire? La véritable histoire, c'est que ces relations ont toujours été des relations plus complexes qu'on a voulu dire. J'ai vu des extraits d'un certain nombre de films, de téléfilms mettant en scène une relation agressive. À la vérité, il n'y a jamais eu de tension dans les relations que nous avons eues l'un avec l'autre. En direct, face à face. Parce que je crois que nous maîtrisons l'un et l'autre suffisamment nos tempéraments pour être capables d'éviter cela. Mais la vérité, c'est que c'est une relation d'égalité. C'était une relation d'égalité quand nous nous sommes connus, il y a beaucoup d'années. Il avait été ministre, j'étais secrétaire général de l'Élysée. Je lui ai tendu la main pour revenir à un moment où il était ostracisé au sein de cette majorité. Et c'est resté une relation d'égalité quand nous étions tous les deux ministres, quand j'étais Premier ministre et qu'il était ministre. Et aujourd'hui, quand je le rencontre comme président de la République, cela reste une relation d'égalité. Et vous savez, dans la vie politique, les hommes, les femmes qui sont capables de parler à un président de la République de la façon la plus franche, j'allais dire la plus brutale, qui est exactement la façon dont je parlais à Jacques Chirac quand j'étais son secrétaire général, c'est-à-dire sans concession, sans esprit de cour, eh bien ils ne sont pas nombreux. Donc ça fait partie des quelques privilèges dont je considère que la nature m'a doté dans ma relation avec lui. Mais justement, monsieur de Villepin, quand vous dites que Nicolas de Sarkozy voulait vous pendre un croc de boucher... Là, vous en rajoutez un peu, là. Non, quand monsieur Sarkozy disait qu'il voulait vous pendre à un croc de boucher, tout ça s'est oublié, s'est effacé? C'est comme dirait Valéry Giscard d'Estaing, vous avez jeté votre rancune à la rivière? À la rivière, oui, à la rivière. Ce qui ne veut pas dire que l'on oublie, ce qui ne veut pas dire qu'on ne reste pas meurtri d'un certain nombre de choses. Mais je le redis, mon ambition, c'est que cela ne pèse pas sur mes choix politiques. Je ne me détermine pas par rapport à cela. Je ne dis pas que ça ne m'a pas fait mal, je ne dis pas que ça n'a pas fait de mal à ma famille, je ne dis pas que je ne regrette pas que depuis la double décision de la justice, Nicolas Sarkozy ne se soit pas exprimé sur ce sujet pour tourner lui aussi la page. Donc je ne dis pas ça. Je dis que ça ne pèse pas sur mes choix. Parce que je ne crois pas que l'on doit être gouverné par la rancune quand on a la chance d'avoir une parole politique. Sans rancune, mais quand même, monsieur de Villepin, quand vous rencontrez monsieur Nicolas Sarkozy et Claude Guéant à la Lanterne, à Versailles, ce n'est pas pour parler uniquement de politique internationale. Certains de vos militants vont même jusqu'à dire que vous avez dealé avec Nicolas Sarkozy. Oui, je regrette, je n'ai jamais dealé avec personne. Et je ne dealerai jamais avec personne. Je ne crois pas que la politique, ce soit ce type de négoce. Quand je rencontre Nicolas Sarkozy à la Lanterne, c'est pour l'essentiel, pour parler de politique internationale, des grands enjeux de nos relations avec le monde arabe. Mais non, dans ce cas-là, il vous aurait reçu à l'Élysée, monsieur de Villepin. Pas à la Lanterne. À la Lanterne, on parle généralement. Un dimanche, le président de la République, en l'occurrence, n'était pas à l'Élysée. Mais sur le fond, oui, j'ai fait passer un message à Nicolas Sarkozy. C'est que le temps de l'Union nationale était venu et qu'il avait tout intérêt à changer la donne politique. Je ne dis pas ça pour moi, je ne suis pas candidat, ni n'aurais accepté aucune responsabilité dans un gouvernement quelconque, dans cette mandature. Mais je crois qu'il faut faire de la politique autrement, tout simplement parce que le monde a changé et parce que les défis sont d'une telle ampleur qu'on ne peut pas être efficace aujourd'hui si l'on reste entre soi. Une autre question de Gilles. Vous allez voir que le thème de la réconciliation a du mal à passer. Dites-nous la vérité, c'est surprenant après une telle guerre. Est-ce qu'il est facile d'oublier le passé ?
Non, c'est certainement pas facile. Et une fois de plus, il y a beaucoup de regrets, beaucoup de douleurs, et je pense que tout ça aurait pu être évité. 6 années d'un combat politico-judiciaire, tout à fait entre nous, quel gâchis. Quel gâchis. Et c'est pas faux d'avoir dit dès le début que les choses n'étaient pas ce que l'on voulait dire ou écrire, mais la responsabilité des collectives, une partie de la justice. Les médias ont une grosse responsabilité. Combien de unes pour dire combien de sornettes? Et au bout du compte, quand la vérité apparaît, eh bien, en 25e page, vous avez 3 lignes. Et je dirais la même chose pour les affaires d'aujourd'hui, qui n'existent pas plus que cette autre affaire. Donc oui, nous sommes dans un système politico-médiatique où la vérité ne compte pas. Ce qui compte, c'est de faire du bruit, c'est d'agiter la rumeur et la suspicion. Et je le regrette, je me battrai toujours contre cela, que ça touche la droite, que ça touche le centre ou que cela touche la gauche. Il vous est arrivé de dire que Nicolas Sarkozy, dans le passé, n'avait pas l'étoffe d'un homme d'État parce qu'il n'avait pas de labyrinthe intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas tout à fait la formule que j'ai employée. Mais c'est vrai que j'ai toujours été frappé par la capacité de Nicolas Sarkozy à s'exprimer sans silence. Il s'exprime comme si l'intériorité n'était pas la chambre préparatoire à la réflexion. Il y a une espèce de spontanéité systématique chez lui. Je pense que c'est moins vrai aujourd'hui. En tout cas, dans les derniers mois, il a montré qu'il était capable de silence et qu'il ne bondissait pas chaque fois que l'occasion se présentait. Est-ce que la différence entre vous et lui ne vient pas d'une conversation que Bruno Le Maire a rapportée dans un livre, Les hommes d'État? Ça se passait à un moment où vous étiez Premier ministre et où Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Et il vous a dit, Dominique, de toute façon, que vous vous présentiez ou pas, moi j'irai. Parce que c'est quelque chose que je porte en moi, c'est instinctif, c'est animal. Est-ce que lui n'a pas cette force que vous, justement, intérieure, de la volonté de se présenter, que vous n'avez pas? Je ne crois pas du tout que ce soit ça. Et pour être franc, il y a là un mythe qui agite la vie politique française, qui divisera les hommes politiques entre ceux qui, dès la naissance, suçaient le hochet présidentiel et ceux qui n'en auraient pas eu la chance. À la vérité, ce n'est pas ça, la véritable différence. La différence, c'est beaucoup les circonstances. Et des circonstances qui ont beaucoup servi Nicolas Sarkozy. Vous savez, Nicolas Sarkozy, qui a mené une guerre forte contre les Chiraciens, n'aurait jamais été président de la République sans Jacques Chirac et sans moi-même. Jamais. Et on oublie ses parcours. On ne retient que la solitude et l'audace d'un homme. Mais la vérité, les choses sont plus complexes. Alors après, il y a des circonstances qui jouent en faveur des uns et qui jouent plutôt la défaveur des autres. Eh bien, il faut savoir mener sa barque en fonction des vents et rester fidèle à soi-même. C'est ce que j'essaye de faire le mieux possible. Alors justement, après le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy, vous avez eu une autre formule très sympathique, la tache de honte sur le drapeau français. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'éloigne de tout ça, que ça veut dire qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est devenu un président respectable? Tache de honte sur le drapeau français, rappelons dans quelle époque et dans quelles circonstances j'ai dit ça. C'était après le discours de Grenoble, où on voulait distinguer entre les citoyens français et ceux d'origine étrangère, et à un moment où on voulait stigmatiser certaines communautés. C'est pas la France. Et je l'ai dit fortement, et je ne le regrette pas. Alors que on est même à l'Élysée tiré les leçons de cette période, qu'on ait mesuré à quel point la crise impliquait d'essayer d'éviter ces tiraillements et ces querelles, eh bien je veux croire qu'un certain nombre de personnalités, de sondeurs qui ont fait profession justement d'organiser la division française ont aussi tiré les leçons de cette période et qu'aujourd'hui c'est avec plus de sérénité qu'on aborde les problèmes. Alors comme ça semble aller mieux, je vais vous proposer la question de Guy. Peut-on envisager un duo Sarko président et Villepin Premier ministre? Ça me paraît assez peu d'actualité. Vous savez, la politique, c'est pas le tour de manège. J'ai été ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, après avoir été secrétaire général de l'Élysée et Premier ministre. Je n'aspire à aucun poste. Aucun poste. Et ce que je crois, c'est que la vie politique française a besoin de voix fortes et indépendantes. Et les hommes politiques sont suspects pour les Français. Toujours suspects de défendre leurs boutiques, leurs intérêts.
Je pense qu'il faut qu'il y ait des hommes politiques qui, justement, aient la possibilité de se mettre à l'abri de toute forme d'ambition, de toute forme de service personnel, pour dire des choses. Et ce que je le dis sans langue de bois et sans souci de plaire. Mais quand même, vous n'allez pas rester en plan, M. de Villepin. Vous n'avez pas de rassemblement, pas de rassemblement avec Nicolas Sarkozy, pas de rassemblement avec François Bayrou, avec François Hollande alors. Avec François Hollande, nous sommes des vieux camarades, puisque nous étions à l'École nationale d'administration ensemble. Est possible, entre le programme défendu par la gauche et mes propres convictions, il y a aujourd'hui beaucoup de différences, même si on peut se retrouver sur des valeurs républicaines ou un engagement social. Mais non, la politique, c'est pas de transgresser des lignes, d'imaginer qu'on va passer les murailles. C'est pas mon idée de la politique. C'est d'être fidèle à ce que l'on est. Et je le redis, mon objectif à moi, c'est l'union nationale. L'union nationale, ça implique que les meilleurs participent à l'action politique. Et une fois de plus, je le dis, sans aucune ambition et sans aucune aspiration personnelle. Vous avez déjà votre union, là ? Vous avez déjà rassemblé cette union ? Je vois très bien à quoi elle pourrait ressembler. Oui, je vois très bien à quoi elle pourrait ressembler. Et il y a aujourd'hui... sans doute des choses qui paraissent improbables pour les Français, mais qui seraient certainement utiles à la France. Mais, il y a des compétences qui pourraient se rassembler. Vous savez, j'étais à Lyon pour le Forum de Libération, j'ai discuté avec Gérard Collomb. Oui, il y a des talents dans les régions. Il y a des talents de gauche, il y a des talents de droite. Il y a des gens qui sont mal utilisés. J'ai beaucoup regretté, par exemple, que Jean-François Copé ne soit pas l'un des grands ministres de ce quinquennat, parce qu'il est bon dans l'action. Il est bon. Je me réjouis de voir que François Baroin, aujourd'hui, a un vrai défi à relever et qu'il le fait avec beaucoup d'enthousiasme. Je crois qu'un casting, un choix d'hommes, ça implique de l'audace et de l'originalité. C'est pas, une fois de plus, une négociation sur un bout de table où on remplit les cases. Tout à l'heure, vous venez de nous dire il faut des voix fortes et indépendantes. C'est ça, la politique. Vous avez adopté, finalement, une attitude assez gaulienne. Alors, est-ce que finalement, à l'heure actuelle, vous êtes davantage sur le chemin de la retraite vers Colombey et les deux églises ou vers le chemin de la tentative de prise de pouvoir avec l'assentiment des Français à l'Élysée? Je crois que nous sommes devant de grands changements. Oui, mais vous, personnellement? Oui, mais permettez-moi de continuer, Olivier Mazerolle. Je ne crois pas que les choix politiques, y compris les échéances électorales, soient tout à fait déterminantes dans les choix nationaux que nous serons amenés à faire au cours des prochaines années. Il y a des choses plus importantes. Et je crois qu'aujourd'hui, de la part des hommes politiques, on attend de la générosité et de l'esprit de sacrifice, puisqu'on le sollicite de la part des Français. Donc, s'user dans des querelles, ce n'est certainement pas mon ambition aujourd'hui. Un rôle à côté de l'élection ? Mais nous verrons, et une fois de plus, l'histoire tranchera. Vous savez, le général de Gaulle disait toujours, une élection présidentielle, ce sont des circonstances, c'est la rencontre entre les circonstances et un homme. Moi, je crois à l'histoire. Et je crois que la France n'a pas vocation à s'effacer de l'histoire. Si la France continue à faire de la politique comme on en fait aujourd'hui, alors là, je le dis clairement, non seulement l'Europe s'effacera, mais la France aussi. L'homme du recours ? Ah, diable, voilà un grand mot pour dire une chose simple. Non, un homme utile, c'est tout ce que j'ambitionne. Merci Farida Setiti. Nous passons à la dernière séquence de cette émission, l'After RMC avec Christophe Jacobussin.